de faire l'animation à sa place. J'allais dire le remplacer, mais je pense qu'on ne remplace pas Claude Drouin comme ça. Là. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir à cette conférence de quelqu'un qui est très dynamique, M. Réal ici. Alors, on va voir ça tantôt, mais je pense que ça devrait être fort intéressant. Moi, j'ai juste quelques petites annonces à vous faire avant de démarrer, avant que M. Hood démarre. D'une part, je veux vous souligner, oui, il faudrait que je me rachète un peu, okay. Je voudrais vous souligner bien qu'on est toujours dans une période de renouvellement du membership. Alors, on souhaite que les gens qui ont oublié de renouveler leur abonnement, leur membership à la société puissent le faire. J'ai ici la liste des nouvelles arrivées du dernier mois. Mme Ginette Gilbert, Mme Linda Giroir, Mme Suzanne Limoges, Mme France Limoges, M. Michel Desormeaux, M. Denis Bélanger, Mme Yola Roy. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi ces gens-là qui sont ici ce soir, mais on vous souhaite la bienvenue à la Société d'Histoire. Je vous rappelle que les nouveaux membres, c'est un tarif de 20 $. Pour deux, pour un couple, c'est 30 $. Et pour ceux qui renouvellent, qui avaient un certain arrérage, alors c'est 25 et 37 $. Donc on souhaite beaucoup que les gens puissent renouveler leur abonnement, leur membership à la Société d'Histoire. C'est ce qui permet évidemment le financement de nos activités. On vous a passé aussi une feuille tantôt, c'est l'introduction à l'histoire de Terrebonne. Justement, M. Drouin s'est remis en activité pour faire des conférences. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Vous aurez constaté qu'il y aura, au cours de l'année 2000, en tout cas, au cours de l'hiver et du début du printemps 2015, il y aura 2, 4, 6 conférences que Claude va donner à la Maison d'histoire de Terrebonne sur un certain nombre de sujets. Là. Alors, je vous laisse en prendre connaissance. Puis, je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'on vous demande de vous inscrire pour le 23 janvier prochain. Donc, c'est une inscription en bloc, là, au prix de 75 $ pour les membres et 100 $ pour les non-membres. Il y a 25 personnes au maximum par représentation, ça fait que peut-être que vous auriez intérêt à ne pas tarder trop pour vous inscrire. J'ai l'impression que ça risque d'être fort achalandé. C'est très intéressant comme proposition de la part de Claude. Aussi, je vous rappelle que la prochaine activité thématique, c'est le 8 janvier. C'est la veillée des rois traditionnelle. On nous dit que ce n'est pas la première fois que c'est fait. C'est déjà quelque chose qui marche très bien. Alors, c'est un spectacle interactif qui est animé par le duo Langlais et Branchot. On parle de contes et légendes du temps des fêtes, avec musique et chansons traditionnelles, ateliers de gîte, et concours de cuillères. On parle aussi de galettes des rois et cafés seront servis. Donc, ça va être ici à la chapelle du Collège Saint-Sacrement, donc le 8 janvier, à ne pas manquer. J'en serais rendu au lancement de la campagne de financement Passer l'histoire. Je vais juste, si vous me permettez, vous présenter quelque chose. Alors, vous avez ici un arbre, comme vous pouvez constater. Vous avez aussi, je pense qu'on vous a distribué la publicité du lancement de la campagne. Je vais juste lire deux paragraphes pour vous, parce que je trouve que c'est tellement bien écrit, puis je veux féliciter les gens qui l'ont écrit, toute Marie-France qui a quelque chose à y voir. On dit, pour marquer le 40e anniversaire de sa fondation, la Société d'Histoire de la région de Terrebonne institue une grande campagne de financement et présente un concept inédit en proposant aux entreprises, aux professionnels et institutions ainsi qu'aux familles souches, autant qu'adoptives, de laisser une empreinte dans la trame de notre histoire. C'est ça l'idée de fond qui est absolument magnifique. Il s'agit d'un arbre symbolique. Donc, vous voyez un peu l'arbre, c'est sûr que n'est pas très détaillé, là, mais ça vous donne une bonne idée. Donc, c'est à l'image des arbres généalogiques
qui porte les noms des donateurs que l'artiste plasticien de renommée internationale, M. Marc Lincourt, a réalisé. On a vu M. Lincourt qui est venu à la conférence de presse il y a 2 mois peut-être, hein? Et puis il était enthousiaste et ça l'intéressait énormément. Alors je pense que ça devrait être une belle réalisation. Une dimension imposante de 40 par 78, l'œuvre sera installée en permanence dans la grande salle d'accueil de la Maison d'Histoire, et ce, à la vue du public visiteur. Alors, c'est bien certain que c'est une campagne de financement qui va se prolonger jusqu'à, on dirait, à peu près le mois de juin prochain, mais si jamais les gens collaborent par la suite, on ne refusera pas de l'argent. Comprenez, c'est à la fois une belle idée, c'est-à-dire que les gens qui vont contribuer, par exemple, 500 $, par exemple, 1000 $, vont pouvoir voir leur nom, le nom de leur famille, dans les petits carreaux, je ne sais pas, que vous pouvez voir dans l'arbre. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands, dépendant du montant de la contribution. Mais ça, c'est certainement une belle idée. Parce que finalement, quand on regarde, moi, ça fait pas longtemps que je suis à la Société d'Histoire et un constat que je fais, c'est que c'est pas bien riche comme association, comme société. Il n'y a pas énormément de fonds là. Et si on veut vraiment développer, puis il y a des beaux projets sur la table, je pense qu'il faut aller chercher un peu de sous. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a un objectif de la campagne, c'est de l'ordre de 50 000 $. Donc, je ne sais pas, Marie-France, on en est où à ce moment-ci au niveau de la campagne? Comment on devrait dépasser 10 000 $? On est plusieurs qui vont à la campagne, effectivement. On vise bien sûr les étudiants, mais aussi les familles qui, dans le temps de fête, c'est le bon temps de s'emparer. Alors, un peut mettre selon son revenu et l'autre un petit peu plus selon le revenu. Alors, c'est ce qu'on propose, mais c'est bien sûr qu'il n'y a aucun don qui est refusé, parce que d'autant plus que, outre cet arbre-là, il va y avoir également un livre d'art qui va regrouper tous les donateurs, qu'ils soient de 25, 50, 100 ou plus, là, au 1000 $. Alors, ce livre d'art-là va aussi rester dans nos archives et ça va se perpétuer pour aujourd'hui et aussi pour les générations qui nous suivent. Moi, je m'imagine dans 50 ans, 100 ans, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de sa ville, adoptive ou pas, et qui consulte ça. Ah, regarde, François Paquin, Raymond Paquin, le fils de François Paquin, était là. Alors voilà. Tout don est plus que bienvenu, selon le cœur et le revenu de chacun. Merci beaucoup. Et il y a un trio qui sollicite Marie-France. Qui est-ce qui apporte ça, donc? Il y a Nicole Pavard, il y a aussi Normand Bouillard, du conseil d'administration, Arthur Hébel. Arthur est ici, il me semble. Il est juste là. Ah, il est juste là, il ne parle pas. Et Gloria. Et Gloria derrière, oui. Voilà. Alors, on vous remercie beaucoup de l'initiative, c'est magnifique. Et puis, ben, c'est à nous tous maintenant de mettre la main à la pâte et de faire une réussite de ça, puis d'en parler aussi autour de soi. Là. Alors, merci beaucoup, Marie-France. Maintenant, on va passer au clou de la soirée, hein, parce que je veux dire, c'est pas juste des annonces qu'on en fait ce soir. Donc, notre conférencier, M. Réal Hood, je lui ai demandé de me donner quelques notes biographiques, et puis il m'a dit qu'il était marié, père de 3 enfants. Mais quand même, là, c'est parce que ça part bien, la reconnaissance de l'individu qui est devant nous. Donc, Réal est professionnel de l'éducation depuis 1990, fait beaucoup d'animation. C'est un auteur qui a publié des articles et des livres de généalogie et d'histoire depuis 2006. D'ailleurs, il a un livre ici, je suis sûr qu'il va en parler abondamment, mais un livre qu'il met en vente au coût de 25 $, qui semble être très intéressant.
Donc, il est généalogiste de filiation agréée, diplômé de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, étudiant au doctorat en études du religieux contemporain, ça fait sérieux ça, à l'Université de Sherbrooke depuis septembre 2012. En avril 2014, il a gagné une bourse de la Fondation de l'Université de Sherbrooke pour souligner l'excellence du dossier académique au doctorat. Félicitations. Il co-anime et est recherchiste de 2 émissions radio sur les ondes de Radio Ville-Marie, c'est-à-dire les belles histoires du Québec ancien et les gens de mon pays. Et c'est l'historien officiel de l'association Les Descendants de Louis Hood et de Madeleine Boucher, de novembre 2011 à janvier 2014. Monsieur Hood, la parole est à vous. Merci beaucoup. Écoutez, même si on est dans une chapelle, on a décidé de faire ça à cappella et non avec l'équipement technique. S'il y en a qui peuvent se rapprocher, je vois des places libres, ça serait bien apprécié. Ça va être plus facile, vous comprenez. J'ai une grande voix, je pense que vous êtes capable de m'entendre, mais s'il y en a qui veulent s'approcher, ça va aider aussi monsieur le technicien. On a discuté un peu depuis le début. Donc, il y a des places en avant et des places un peu partout. Ça serait apprécié. Oui, bien vu. Pas de problème. Merci beaucoup de m'accueillir. Je remercie les gens de la Société d'histoire de la région de Terrebonne. C'est très apprécié. Je me suis rendu de la rive sud. Vous avez compris que je suis arrivé un peu plus tôt parce que c'est quasiment plus compliqué pour moi de venir ici que d'aller à Drummondville avec le trafic, vous avez compris. Mais ça m'a permis de souper ici. J'ai voir des petits bistrots. Moi, je n'étais jamais venu dans le Vieux-Terrebonne. J'ai trouvé ça tellement magnifique. Vous avez un endroit absolument exceptionnel. Et avec les lumières en plus, c'était très beau. J'ai marché un petit peu, j'ai vu les vieilles maisons. Et vous êtes dans un endroit incroyable ici. C'est vraiment inspirant. Je pense que c'est un des plus beaux endroits que où j'ai pu faire une conférence. En tout cas, je voulais vous dire merci. Et est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Vous me dites s'il y a quoi que ce soit. Et je préviens tout de suite, j'ai une voix de basse, mes enfants quand ils étaient petits. Ça les aidait à dormir. OK? Si vous dormez, bon, il y a 2 affaires, soit je vous réveille, ou vous me direz merci à la fin, parce que vous allez vous être reposé. Sinon, posez des questions. Moi, je suis un gigoteux, j'ai essayé là, on m'a dit de vraiment me tenir dans ce coin-ci. Je vais essayer de bien faire ça. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la conférence et je souhaite que la conférence soit le plus en lien avec ce que vous avez le goût d'entendre aussi. Et ça ne me dérange pas de modifier le cours de la conférence à partir des questions qui seront posées. Est-ce que ça vous convient? Donc, j'ai préparé un petit document visuel. J'ai mis une signature ici. Parce que ici, votre député, entre 1830 et 1838, c'était Louis-Hippolyte Lafontaine, si je me souviens. C'était bien ça. Et en faisant ma généalogie, vous savez que la généalogie et l'histoire sont des disciplines complémentaires. Des fois, malheureusement, on en fait des opposés, mais c'est vraiment complémentaire. Je discutais aujourd'hui avec un de mes collègues à l'école où je travaille, qui est prof d'histoire, puis on convenait que l'historien va partir d'un événement et va tranquillement aller chercher vers le particulier, l'événement général vers le particulier. Le généalogiste, souvent, va partir d'un fait anodin, d'un mariage, d'un baptême, et tranquillement, ça grossit, puis on s'en va vers le général. Donc, les deux sont supposés se rejoindre à un moment donné. Et c'est un peu ça, à titre de généalogiste, au départ, que je me suis rendu compte en établissant ma généalogie, que j'avais un ancêtre, un aïeul, qui s'appelait Louis Reynaud Blanchard, qui était député de Saint-Hyacinthe de 1830 à 1838. Et dans ma famille, c'était le silence radieux. Personne n'avait jamais entendu parler de cette famille, de ce personnage et de cette famille de patriotes. Ma grand-mère s'appelle Blanchard, mais elle est née à Lowell, Massachusetts. Ils sont revenus au Québec. Donc, il y a eu comme une éclipse historique dans la famille. Et moi, ça m'a titillé un petit peu quand j'ai découvert ça. Vous allez voir un peu le parcours, parce qu'à partir de ce fait, c'est là que j'ai découvert, j'avais commis un premier article qui s'appelait « Les patriotes oubliés ».
Parce que le cousin de Louis-Renaud Blanchard, c'est Joseph Toussaint Drolet, le cousin par alliance, qui était député de Verchères en 1832-1838, mais qui était aussi le vice-président avec Wilfred Nelson de l'Assemblée des 6 comtés. Mais avez-vous déjà entendu parler de Joseph Toussaint Drolet? Pourtant, il était un des personnages à l'époque, mais sa mère, c'est une Blanchard, donc il était tout associé. Puis là, j'ai commencé à fouiller. Je tirais un autre fil. Là, ça a fait un article. Mais après ça, quand j'ai continué, la pelote de laine est arrivée. Et c'est là que j'ai dit, il faut écrire quelque chose sur les clans familiaux. Il y en avait à l'époque, même parmi les clans des patriotes, il y avait plusieurs petits clans. C'était pareil chez les loyaux. On peut dire aujourd'hui que c'est la même chose entre chez les souverainistes et les fédéralistes. J'ai-tu besoin de vous illustrer ça présentement au Québec, qui a des clics? Hein, c'est assez évident. Donc, c'est un peu ça le propos de plus d'est. On peut aller avec l'autre. Donc, ça, c'est le plan. On va parler un peu de la méthodologie. Pourquoi ce type de livre? Ça, on me pose beaucoup de questions. On va en parler de ça. Une victoire des patriotes était-elle réellement possible en 1837? Ça a été une question qui m'a torturé l'esprit pendant 3 ans. 3 ans. Qui me torture encore l'esprit. Origine de l'intérêt, importance des clans familiaux, etc. On va continuer. Donc, pour ça, vous l'avez déjà eu. Je tiens à dire tout de suite, je ne suis pas un expert sur la période des patriotes. En aucun temps. Je ne prétends pas connaître. Ce que je connais, par contre, je le connais, mais je n'ai pas tous les détails. Moi, c'est ce qui m'intéressait comme généalogiste, c'était qui ces gens-là. Okay? Toutes les questions de discours, c'était pas. Il y a d'autres auteurs beaucoup plus qualifiés que moi pour ça. Je trouve ça important de le dire. Je suis un chercheur autodidacte. Tout d'abord, c'est une recherche qui a commencé à cause d'un personnage. Et c'est ça qui m'a alimenté. Okay? Et ce que je souhaite, c'est simplement apposer une petite pierre sur la recherche dans ce domaine. Vous savez, moi, en faisant la recherche de ce qui avait été écrit sur les patriotes, j'ai été étonné d'apprendre que dans les manuels d'histoire, pendant longtemps, il n'y avait pas grand-chose de ça. Et que depuis à peu près l'an 2000, le tournant des années 2000, là, il y a un foisonnement. Et je me dis, ça c'est intéressant parce que je discutais avec une auteure récemment. Nos livres se complètent. Hein? Plus on en apprend sur une question, qu'on soit d'accord ou pas, que ça soit partisan ou pas, on apprend quelque chose. Donc là, le terrain est en train de se débroussailler. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de contribuer. Je veux contribuer à ça. On peut continuer. Donc, la méthodologie, moi, c'est ça comme généalogiste agréé. Les sources, j'y crois beaucoup. Et le partage des sources. J'ai été étonné de lire des auteurs qui ne donnaient pas leurs sources. Ça m'a vraiment fasciné. Comme généalogiste, la méthode de travail, c'est le fait. Et je pars, parce qu'on n'a pas le choix. Hein, ce qu'on veut comptable agréé, on fait la vérification des états financiers, il faut que ça balance. Mais la même chose en généalogie. La généalogie, c'est une science. Tu n'es pas né plus ou moins le 11 avril, c'est une date précise. Quand tu meurs, c'est une date précise. Quand tu te maries, c'est une date précise. Puis quand tu vas chez le notaire, acheter une maison, faire enregistrer l'acte, c'est précis. Donc, moi, c'est ces faits-là qui m'intéressaient. Parce que c'est les faits sociaux du Québec jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est comme ça qu'on comprend. Le Facebook de l'époque, c'était l'acte de mariage. Hein, jusqu'au début, jusqu'en 1922, les gens qui étaient témoins d'un mariage étaient invités à signer le document. Quand on regarde ces actes-là, c'est beaucoup plus intéressant que juste une ligne dans un dictionnaire de généalogie. Vous savez. Et ça, c'est ça qui m'intéressait. C'est là qu'on comprend le cercle des relations. Donc, si je ne trouve pas l'information, il faut absolument que j'ai au moins 3 sources différentes, d'origine différente, qui arrivent à la même conclusion. C'est la loi des 3 sources, méthode intellectuelle, travail intellectuel. Donc, c'est un peu mon fonctionnement.
C'est une petite partie aujourd'hui. La conférence de ce soir, c'est complémentaire au livre que j'ai écrit sur cette période. Ça s'appelle L'improbable victoire des patriotes, les clans familiaux, etc., qui est ici. C'est une petite partie, mais c'est complémentaire à ce que vous allez voir dans le livre. Il n'y a aucun... Ce n'est pas un livre politique. Et puis ça, parler des patriotes, ne pas dire que c'est un livre politique, je ne sais pas si vous voyez, ça paraît grossier, mais ce n'est pas le but. Hein, le but n'est pas une démarche partisane. Et le but, c'est des documents qui prouvent les liens familiaux. Il n'y a pas de discours. Puis vous savez très bien qu'un politicien actuellement peut parler des deux côtés de la bouche dans la même semaine. Hein, j'ai-tu besoin de donner des exemples? OK, tout parti confondu. Je peux vous dire ça. Donc, ce n'est pas ça. C'est des documents qui prouvent les liens familiaux. Parce que les liens familiaux, il ne faut jamais oublier l'influence de la famille. C'est récent que ça soit plus éclaté. Hein? Et ça, vous le savez, comme moi, pendant longtemps, l'expression en anglais « family compact » dans des régions, je n'ai pas besoin de vous illustrer qu'actuellement, en politique, ça existe encore. Tu as le fils de, ou la fille de, qui dirige le même parti que papa, etc. Je pense qu'on a des exemples. C'est un travail de recherche de 3 ans sur un horizon de 13 ans. C'est plus de 2000 documents que j'ai lus pour le livre. Mais j'ai fait comme pour le sirop d'érable. Dans la famille, on a une vieille tradition de 5 générations qui fait les sucres, donc j'ai réduit. Et c'est 728 notes en bas de page sur un livre de 203 pages. Vous pouvez voir le raisonnement et la preuve de tous les passages que j'ai, toutes les affirmations que vous avez la preuve. Je trouvais ça important de vous le dire. Okay. Bon, une partie des sources, quand je vous ai dit que j'ai commencé à être intrigué, c'est qu'au début, quand j'ai découvert que j'avais Louis Renaud Blanchard comme enceinte, à un moment donné, ça donne, dans le même mois, avec la famille, on a décidé d'aller dans le Vieux-Québec. On aime bien les vieilles villes. Ça, je vous ai dit au début, j'ai beaucoup aimé me promener ici tout à l'heure. Il y a une histoire de baigner dans un lieu historique. Il y a une émotion. Je n'ai pas besoin de vous illustrer ça à vous. Là. Il y a une émotion. Et des fois, quand je raconte ça à mes élèves, il y en a qui comprennent, mais il y en a beaucoup qui ne saisissent pas. Il faut avoir été pris dans l'émotion d'une œuvre d'art, d'un lieu architectural, pour le comprendre. Puis souvent, on le comprend un peu plus tard en vieillissant. Et ça m'a toujours fasciné, la beauté. Moi, le Vieux-Québec, j'aime beaucoup. Puis même des fois, des villages plus modernes que je trouve beaux aussi. Mais en général, au Québec, c'est plutôt nos vieilles villes, nos vieux villages. Je me promène à Saint-Denis-sous-Richelieu, je me promène à La Prairie, dans le vieux de La Prairie. Je trouve ça magnifique. Il y a des belles places comme ça au Québec. Et je suis allé dans une bouquinerie. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça. J'aime aussi aller voir ce que d'autres ont écrit. Et je tombe sur un dictionnaire des parlementaires. Donc, de 1792 à 1902, écrit par M. Joseph Desjardins. Puis je tombe sur la page qui est là, où on voit député de Saint-Hyacinthe, Louis Renaud Blanchard, Louis Poulain, Thomas Boutier, tout ça. Là, je dis, il y a une rue des Saules. On a parlé du genre des Saules. Thomas Boutier, on en parle. Que Marianne Papineau. Des Saules, que Maria Sœur de Joseph. C'est sûr que les deux autres, on n'en parle pas. Ce qui me concernait, c'était ma gang. Hein? On comprend que j'avais mon petit côté familial aussi. Mais, je trouve ça. Là, je commence à voir dans d'autres pages. Virchard, la même chose. Dans les livres, peu de gens parlaient de ces gens. Comment ça se fait? C'est là qu'il y a cet intérêt. Pourquoi ce titre? Bon. Ça m'a fait bien la peine de choisir ce titre, je vais vous avouer. J'aurais aimé ça dire autre chose. J'aurais aimé ça dire que c'était possible de gagner. J'aurais aimé ça. L'argumentaire, est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que les liens familiaux ont eu une influence à l'époque, comme maintenant? Est-ce qu'on peut dire que maintenant, ça a encore une influence dans les partis politiques, ces clans familiaux? Grand débat.
C'est intéressant aussi de se poser ces questions. On va continuer sur l'autre. Je vous donne tout de suite le punch. Et après, vous allez voir l'argumentaire en arrière du punch. Quand on est réduit à faire fondre des cuillères, faire des balles, c'est que tu n'as pas de munitions. Hein, c'est un fait. Ça m'a fait bien de la peine d'apprendre ça. J'avais lu ça dans un livre. J'avais été au musée à Saint-Denis. Là, j'ai vu des cuillères transformées en balles. Je me dis, je trouvais ça sweet and sour, là, comme information. C'est aigre-doux un petit peu. Quand les membres de plusieurs familles seigneuriales sont des militaires de carrière qui ont une allégeance à la couronne britannique, parce que c'est les mêmes familles depuis le temps de l'époque française, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le choix de dire oui à la couronne britannique. C'est difficile, hein? Si on a déjà visité, qui a déjà visité le Fort Lennox ici? Qu'est-ce qui se passait avec les déserteurs et les gens qui avaient déserté l'armée anglaise? C'était pas Jojo, hein? Si vous avez déjà écouté des séries sur qu'est-ce qui se passe actuellement ailleurs dans le monde, ça ressemblait à ça un peu, hein? C'était pas facile. Quand Monseigneur Lartigue dit aux gens de ne pas écouter Louis-Joseph Papineau, c'est le prélat de l'Église de Montréal, puis que lui, c'est le cousin de Papineau. Imaginez-vous le choc de Louis-Joseph Papineau, le choc intérieur, parce que c'est son cousin. Ils ont grandi ensemble. Puis Lartigue n'a probablement pas eu le choix de dire ça. Ils ont dit, si tu veux conserver ta job, t'es mieux d'aller avec la famille, pas la famille à toi, la famille spirituelle, puis avec le pouvoir. Mais imaginez la cassure familiale que cela a dû être. Ça a dû être très dur dans ces familles. Donc, Papineau, ça peut expliquer un peu l'anticléricalisme de Papineau aussi. On peut s'entendre que s'il était déjà anticlérical, ça a dû l'aider à le devenir encore plus. Vous comprenez? Mais c'est intéressant. Quand les troupes du colonel Waterloo hébergent chez le seigneur Hertel de Rouville avant de massacrer les gens à Saint-Charles, ça veut dire qu'Hertel n'était pas du côté patriote. Il y en a un que je n'ai pas mis là. De l'autre côté, à Saint-Ours, le seigneur de Saint-Ours, c'est lui qui est nommé shérif de Montréal à l'été 1837. Ça veut dire que tu n'as pas le seigneur de Saint-Ours du côté des patriotes. Là, je ne sais pas si vous voyez que l'épicentre commence à être compliqué. L'épicentre de l'époque des patriotes, bon, il y a eu une bataille à Saint-Eustache, mais on s'entend que c'est cette région-là, comprise entre Chambly et Saint-Ours, entre Boucherville, Terrebonne aussi un peu, mais Boucherville, c'est un petit peu après. Mais entre, et ça, M. Lagrange a un beau livre là-dessus, sur cette période, mais entre Boucherville et Saint-Hyacinthe, là, il y a comme quelque chose qui se produit. Là. Il y a un bouillonnement, il y a quelque chose qui naît. Et là, on voit un peu les vieilles familles seigneuriales se positionner. Puis quand les principales familles seigneuriales ont abandonné les patriotes à partir de 1836, ça m'a beaucoup interrogé. Je me suis posé la question, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Puis ça, c'est malgré les nombreuses assemblées. Il y a plein de livres qui ont été, plein d'informations, d'articles sur les assemblées patriotiques un peu partout. Il y en a eu ici, il y en a eu un peu partout. Et dont celle qui est la plus célèbre, c'est l'Assemblée des Six Comtés à Saint-Charles. Mais malgré cette espèce de foisonnement de la population, il y a comme eu un clivage entre les gens de pouvoir et la population. Et ça m'a beaucoup intrigué. Puis à cause de ça, à la fin, le titre a été choisi 2 semaines avant de mettre sous grâce. Et j'avais pas le choix. Moi, comme généalogiste agréé, à partir de la preuve que j'avais dit, j'ai pas le choix du titre. Par contre, le sous-titre, j'ai dit, OK, on va l'expliquer par exemple. C'est pour ça que le sous-titre, c'est les clans familiaux, les alliances politiques et le pouvoir féodal. Pas de féodal entre guillemets, là, parce qu'on s'entend que ce n'est pas le même type de féodalité qu'en Europe. Mais on avait des seigneurs de longue date qui se transmettaient de père en fils.
très peu de père en fille encore à l'époque, mais de père en fils, des seigneuries, des mariages arrangés. Ça, je vais en parler dans la conférence. Vous voyez un peu comment ça ne change pas non plus. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a le fils d'un ancien premier ministre qui n'a pas longtemps qui travaille pour un ministre actuel. Ça n'a pas changé. L'origine de l'intérêt, en faisant, je vous ai dit que j'avais un ancêtre, Bruno Blanchard. Moi, ma mère est née le nom du Cheyenne à Saint-Hilaire. Sa famille a été associée. J'ai découvert que j'avais un ancêtre patriote. Mais j'ai découvert que j'avais un ancêtre qui avait dénoncé les patriotes à Saint-Hilaire. On ne choisit pas nos ancêtres. Hein? J'ai écrit un article sur les Acadiens. J'ai découvert les ancêtres acadiens du côté de ma mère qui avaient été déportés. Puis je découvre du côté de mon père, j'ai John Enfield comme ancêtre. John Enfield a déporté les Acadiens. J'ai fait un article là-dessus dans les mémoires de la Société généalogique canadienne française. Mais c'est un peu ça, cette espèce de tiraillement. Puis est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des familles qui sont tiraillées dans la même famille? On peut le dire encore. Ça arrive, ça. Et ça m'a beaucoup intrigué. À l'autre. Fait que ça a donné un article. Les patriotes oubliés, le clan Reynaud-Blanchard. Le clan Reynaud-Blanchard, c'est Louis Reynaud-Blanchard des Petits Saint-Hyacinthe, 1830-1838. Joseph Toussaint de Relais, dont la mère c'est Brigitte Blanchard, Brigitte Blanchard, c'est la sœur de la mère de l'épouse de Louis Reynaud-Blanchard, Angélique Poulain, dont la mère c'est Élisabeth Blanchard, qui est députée de Verchères 1832-1838. Je vous voyez déjà le territoire, ça commence à être intéressant. Tu as Louis Poulain, qui est le frère d'Angélique Poulain, donc qui est le beau-frère de Louis Reynaud-Blanchard, qui remplace de Saules, député de Saint-Hyacinthe 1832-1834. Parce que c'est juste pendant ces 2 ans-là, le clan Papineau n'est pas au pouvoir à Saint-Hyacinthe. Quand Dessau va être nommé au conseil législatif, la population va être un peu choquée. Ils vont élire un agriculteur. Il va y avoir 2 agriculteurs s'annoncent pendant cette période-là, avant que Thomas Boutillier prenne la place. Thomas Boutillier et Louis Reynaud-Blanchard vont être des chums. Ils vont se battre à Saint-Charles ensemble. Mais c'est intéressant de voir comment ça bougeait, ça. Donc, vous savez qu'on a l'évolution, on ne peut pas parler de la période 1830-1838 sans parler de l'évolution du système politique. C'est impossible, on ne peut pas comprendre. C'est une période assez particulière, cette période-là. Hein, c'est la cristallisation de 1830 de l'époque du Parti patriote. Avant, ça avait commencé en 1827, les historiens qui racontent ça. Puis avant ça, c'était le Parti canadien. Mais 1830, c'est là qu'il y a une cristallisation. Et ça, c'est intéressant de le dire. Donc, 1600-1759, le système féodal français, hein? Ça, c'est caractérisé par des mariages marqués par la consanguinité pour garder le pouvoir. Je n'ai que évoquer la famille Boucher de Boucherville, qui a plein de surnoms, qui fait qu'il y a un Boucher de Montarville qui marie une Boucher de Niverville, puis un Boucher de Montbrun qui marie, parce que pour garder le pouvoir sur le terrain, et avec les dispenses de consanguinité, j'en ai vu là, des dizaines et des dizaines de ces actes-là. La même chose chez les Lemoine, la même chose chez les Hertel, la même chose chez toutes les familles seigneuriales. Puis ça se marie entre familles seigneuriales. Ça, vous savez que ça existait. Et 1759 à 1792, là, c'est le régime anglais. La même chose, parce que dans le livre, je parle, vous savez que l'origine du système féodal français et du système féodal anglais, c'est la même origine. Hein? Un moment donné, Hugues Capet, puis ça descend, puis un moment donné, des cousins qui chicanent. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pas. Tu sais, les guerres, ont été longtemps, les guerres de religion en Europe, des guerres de cousins. Ça fait pas si longtemps que ça. La reine d'Angleterre peut bien s'appeler de Windsor. Mais jusqu'en 1917, c'était des Saxe-Coburg-Gotha de famille des Hanovre. La même gang en Allemagne, la même gang vous savez ça. Hein? La même gang en Russie. C'est la même famille. C'est la première fois qu'ils font l'enquête de généalogistes pour s'assurer que William et Kate sont pas cousins. Parce que le prince Philippe et la reine d'Angleterre, c'est des cousins. Vous savez ça, c'est un fonctionnement.
Et là, 1776, on a la révolution de Génoise. Ça inquiète le pouvoir anglais. 1789, 90, en Europe, les rois perdent la tête. Et ça inquiète les gens qui couronnent. Et là, on voit apparaître par hasard, pour ceux qui par hasard, le système parlementaire. Mais quand on regarde les dictionnaires des parlementaires, l'ancien et le nouveau qui a été édité en 1993 de l'Assemblée nationale, de l'avoir en ligne, on voit que les premiers députés sont des seigneurs, à part des exceptions comme Joseph Papineau, le père de Louis-Joseph. Lui a gagné ses galons en étant notaire, puis à un moment donné, il a juste gagné une seigneurie. Mais le système parlementaire, au début, c'est le Seigneur. Si le Seigneur, il se présente, est-ce que les censitaires ont le choix de voter ou non pour lui? Hein? J'ai besoin de faire un dessin. Il y a beaucoup de seigneurs qui se font élire. Mais ça va commencer avec Louis. Joseph Papineau, au début, c'est intéressant parce que dans les textes sont toujours révélateurs. Jusqu'en 1814, à peu près, il se fait nommer notaire royal, Joseph Papineau. Au début, il était avec le système. À partir de 1814, donc durant la guerre de 1812, contrairement à ce que M. Harper veut nous faire croire, ça n'a pas toujours été rose pour les francophones. Donc, il y a un changement d'allégeance à un moment donné. Plusieurs gens qui ont été célèbres en 1812 sont devenus tranquillement des familles patriotes au fur et à mesure que ça va vers ça. Moi, parce qu'à partir de 1814, il se fait nommer notaire public. Et ça, c'est intéressant, parce que les patriotes qui avaient une charge de notaire se faisaient nommer notaire public, la République, non notaire royal. Ça a dû titiller pas mal le pouvoir. Ça a dû être assez fatigant. Et on voit, on voit la cristallisation. Je suis en train d'écrire un autre livre sur cette période-là, les patriotes oubliés. Puis je découvre de plus en plus que ces gens-là, les gens qui sont élus à partir de 1830, c'est les gens du peuple. Parce que les seigneurs sont nommés au conseil législatif. Nommés. Ça a commencé bien avant. Il y a une cristallisation à partir de 1830. Les big boss, pour eux, on va être sûr dans votre pouvoir. Ceux qui sont élus, c'est les gens. Très intéressant, ça, cette espèce de tour. L'importance des clans familiaux. Ça, c'est très intéressant, surtout quand on parle toujours de notre épicentre. Hein? Même votre député, là, Hippolyte Lafontaine, sa mère, parce que c'est Ménard Lafontaine. Son grand-père était député, lui, au début. Hein, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, j'imagine. Antoine Ménard Lafontaine fait partie des premiers députés, au début du système parlementaire. Et à un moment donné, Hippolyte, sa mère fait partie du clan Fontaine-Dibier-Vue, qui n'a pas rapport avec la Fontaine. Mais j'en parle un peu dans les livres. C'est un clan Mécoud. Ce sont des camps Fontaine-Dibier-Vue, ça date de Pierre Fontaine-Dibier-Vue, de l'époque de Madeleine de Verchères, Coin Verchères. Mais c'est une famille qui est très, très influente dans la vallée du Chéru, même encore aujourd'hui. Mais les clans les plus connus, c'est les Bouchers de Boucherville, qui vont être au pouvoir au Québec jusqu'au 20e siècle. Vous savez ça. Il y a eu des premiers ministres de la famille Boucher jusqu'au 20e siècle. Donc, on s'entend que c'est une famille qui a été très, très influente pendant longtemps. J'ai eu l'occasion de présenter cette conférence-ci à Boucherville. Il y avait une descendante de Pierre Boucher qui était là. Boucher, de quelle sorte? Je me souviens plus, elle m'avait dit son nom. Je ne l'ai en mémoire. Mais on a discuté un peu ensemble. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, je suis un descendant de Gaspard Boucher, le père de Pierre Boucher, par sa fille Marie Boucher, avec Étienne Lafont. Il y en a peut-être ici qui sont des descendants. On a les creviers des Chenaux. Pierre Boucher, son premier mariage avec une Amérindienne, et son deuxième mariage avec Jean Crevier. Rien de trop clair. Famille qui
ça. Crevier Deschenaux, c'est eux autres qui sont propriétaires. Jean Dessauce, c'est un descendant de Crevier Deschenaux. Pierre-Dominique de Barge, connaissez-vous? Seigneur de Saint-Charles, qui va se faire sacrer dehors par les patriotes. C'est un descendant de Crevier Deschenaux. Notre Ludger Duverne. C'est Ludger Crevier Duverne. C'est ça. Comprenez-vous l'importance des clans? C'est intéressant. Les golfes froids de Tonnancourt, la région de Saint-Michel-Yamaska, vers Nicolette, Trois-Rivières, c'est des vieilles familles. Ce soin-là, très important, famille, jusqu'à l'époque des patriotes. Les Lemoine de Longueuil, la veuve Lemoine, autour de la conquête, ont marié William Grant, dès le départ. Cette famille-là est très influente aussi dans la nouvelle Longueuil, au Vaudreuil, etc. Famille importante. Les Hertel de Rouville et les autres nomenclatures, Hertel de ci, Hertel de ça, et toute la région de Chambly, la région de Saint-Hilaire, la région un peu de Yamaska, Nicolette, ce coin-là aussi. Familles qui ont été scellées dans ce coin-là, important. Les Juchereaux du Chêne. Puis j'ai ajouté les Tachereaux. Tachereaux, c'est après la conquête. Les Juchereaux du Chêne et Tachereaux sont au pouvoir depuis le début de la colonie. Mon ancêtre Louis-Houd, c'est Noël Juchereau qui l'a emmené ici. Et les Juchereaux vont être seigneurs à Beauport, vont être des politiciens, vont être des prélats de l'Église. Et ce clan-là est au pouvoir jusqu'en 1936 au Québec, grâce à Louis-Alexandre Tachereau. Vous savez ça. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ces gens-là sont au pouvoir pendant 3 siècles. La profondeur des clans familiaux, elle est très, très élevée. Les Saint-Ours, une famille de militaires qui sont arrivés avec le régiment de Carignan. Des militaires de carrière. Et ça, je ne sais pas si vous commencez à voir le territoire, qui est propriétaire du territoire entre Boucherville, Saint-Hyacinthe, Chambly et Saint-Ours. Ça commence à être précis. Ça, c'est quand j'ai découvert ça, c'est la profondeur du Québec que l'on voit sur ce petit territoire. Et c'est les mêmes acteurs, les acteurs qu'on va voir même à Terrebonne. Mais parce que Louis-Hippolyte Lafontaine va s'associer au clan Boucherville par une de ses épouses. Va s'associer à des familles du Richelieu avec un de ses mariages de Saint-Charles, ce coin-là. Intéressant, ça. On continue. Des nouvelles familles seigneuriales apparaissent. Après, quand on commence après la conquête, puis après le début là, de ce système parlementaire, on a Joseph Papineau et Rosalie Chérier, son seigneur de la Petite Nation. Hein? Et la famille Chérier, c'est une nouvelle famille, des nouveaux arrivants, sont apparentés avec la famille Isambard. Ça donne qu'il y a un curé à Longueuil qui s'appelle Isambard, dans la même famille. Puis un des Chérier, un des fils Chérier va devenir prêtre. Il va devenir le patriarche liturgique ou théologique de la famille Papineau au début. Parce qu'il signe beaucoup de documents. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Le lien entre Longueuil et Saint-Denis-sur-Chérier. Par le biais de la famille Chérier. Ça, c'est très instructif. Jean de Sault qui marie en deuxième noces la sœur de Louis-Joseph Papineau, donc la fille de Joseph Papineau, puis les seigneurs à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est intéressant. Vous avez Pierre-Dominique de Barge, qui est le cousin de Jean de Sault. OK? Seigneur de Saint-Charles, d'une partie de Saint-Hyacinthe. Puis quand Joseph Toussaint Drolet va mourir de son emprisonnement en 1838, il va reprendre la seigneurie de Saint-Marc. Et quand on se promène à Saint-Marc-sur-Richelieu, il n'y a aucune trace de Joseph Toussaint Drolet. Est-ce les descendants de Barge qui ont éliminé les traces? Je ne le sais pas. Saint-Hyacinthe, la même chose. C'est assez instructif. Et vous avez Joseph Toussaint Drolet, qui a pourtant un rôle très, très important à l'époque, qui est seigneur de Cournoyer, donc le seigneur, qui a été avant ça un
personnage impliqué dans sa communauté. Les vice-présidents de l'Assemblée, ce sont une nouvelle famille sénégalaise qui arrive de la région de Québec. Et les Blanchard, les Reynaud Blanchard, c'est Pointe-aux-Trembles avant, une partie à l'Assomption. Dans votre coin ici, il y en a des Reynaud Blanchard. Et après ça, il y a une gang comme Louis Reynaud Blanchard, il est né à l'Assomption, Saint-Pierre-du-Portage. Mais ça, c'est la famille de sa femme, c'est des Reynaud Blanchard qui partent de Pointe-aux-Trembles, s'en vont vers Saint-Marc, sur Richelieu, Saint-Charles, sur Richelieu, Belleuil. Et là, on voit l'agrandissement du territoire. Ça, c'est très instructif. Je vais y aller avec dans le vif du sujet. Parce que là, je parle de cet acte-là, il est intéressant. Parce que vous allez voir le lien avec un autre personnage. Pierre-Philippe Noël de Grumeau, qui marie une représentante de la famille Boucher. OK, la gang de Boucher. 1784 à Boucherville. Regardez la suite. Pourquoi Noël de Fleurimont? Wolfram Nelson. Vous connaissez Wolfram Nelson? Médecin anglais. Vous connaissez? Il marie une Noël de Fleurimont de cette famille. OK? Et malheureusement, il a fallu que j'aille chercher des traces indirectes parce que malheureusement, les registres des Anglais marquaient seulement les noms des mariés. Il fallait trouver d'autres preuves indirectes, des baptêmes, etc., pour trouver le nom des parents. Ça, les Anglais, nous, la chance qu'on a, parce que vous savez qu'on est la place au monde la plus chanceuse dans la recherche généalogique. On est la seule place au monde qui n'a pas eu de destruction massive en 4 siècles. On a accès à tout, ou presque. Puis l'avantage et le désavantage de l'Église, c'est que c'était une organisation très organisée, comparativement aux églises protestantes qui se sont morcelées et dont les pasteurs, il n'y a pas d'unité. Hein? Des fois, tu vas dans certaines paroisses protestantes, tous les registres sont là. Ça dépend il a fallu que quelqu'un ait pris la décision de conserver ces choses-là. Les catholiques, l'avantage, c'est que c'est très organisé. Baptême, mariage, sépulture, vous le savez, on fait de la généalogie. On le voit, c'est une chance. On a des notaires, ce que les Anglais n'ont pas nécessairement tout le temps. Ça, c'est un restant de notre régime français. Et ça, c'est une chance inouïe. Mais on est capable de faire des recoupements. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a un Wolfram Nelson qui s'associe à un clan familial. Et ça, c'est intéressant. Puis là, on voit apparaître le réseau. Et écoutez, ici, quand je trouve ça important de parler de ce personnage, parce qu'Hyacinthe de l'Orme, il y a une école secondaire à son nom, à Saint-Hyacinthe. C'est pas rien le nom. Et il meurt en 1778 à Saint-Hyacinthe. Le frère qui va officier, c'est François Loiseau. Ce personnage-là va revenir souvent, j'en parle dans mon livre. J'ai écrit un article sur les familles, sur l'arrivée des familles Loiseau et Auclair à Belleuil-Saint-Hilaire. Parce que François Loiseau, c'est une espèce de curé. Quand on parle du curé entrepreneur, c'est vraiment le prototype. Lui, il est né en 1748. Il a vu la conquête comme jeune garçon. Son père était perruquier pour le pouvoir français. Donc, ils ont dû vivre un mauvais quart d'heure à Québec. Et ce monsieur va être éduqué pour devenir prêtre. Puis, à un moment donné, il y a un auteur, M. Pierre-Lambert, qui parle d'une tâche. Au début, les gens voulaient qu'il y ait une tâche de prêtre plus prestigieuse. Il paraît qu'il y aurait une tâche. Est-ce que sa famille, en tout cas, il y a toutes sortes d'hypothèses. Moi, j'ai découvert que le père du curé a adopté des gens dont les parents sont morts. Est-ce qu'ils sont morts dans la bataille des Plaines-de-Brande, la bataille de Sainte-Foy? Je suis en train de chercher. Je faisais un article sur les familles Noiseux-Auclair. Ça m'a intéressé parce que ma grand-mère s'appelle Marianne Noiseux. Vous avez compris, un intérêt. Et j'ai voulu comprendre. Et ce monsieur-là, François Noiseux, va devenir l'agent d'État de la veuve de l'Orme, qui est une crevier des chemins. Et il va être l'agent d'État du seigneur Hertel de Rouville. Il va être l'agent d'État de la seigneuresse de Longueuil. Parce que là, il est comme une plaque tournante de ces... C'est la fin de...
c'est la jonction entre la seigneurie de Longueuil, la seigneurie de Beauville, puis tu as la fin de la seigneurie de Saint-Hyacinthe. Voyez-vous comment l'histoire fait que les Anglais ne voulaient pas le récompenser, mais en l'envoyant à Belleuil, ils en font un personnage central d'une région. Et là, on voit apparaître ces actes-là qui tombent. Lui devient curé de Belleuil dans les environs de 1775 jusqu'en 1794. Puis après ça, on voit apparaître le mouvement patriote un petit peu sur la rive nord, vers Trois-Rivières. Il devient curé, pas curé, vicaire général à Trois-Rivières jusqu'à sa mort en 1834. Donc ce personnage a connu le régime français, le régime anglais, la création du régime parlementaire. C'est un personnage qu'il faut absolument connaître pour comprendre le développement de la vallée du Richelieu. Et on voit déjà le lien avec la famille Saint-Hilaire. Et là, écoutez, Saint-Hyacinthe, à l'époque du mariage de Joseph Papineau et de Rosalie Chéry, c'est plus petit que Saint-Denis-sur-Richelieu. Si vous avez déjà été à Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles, regardez les grands rangs, le rang Saint-Yamaska à Saint-Denis, le grand rang Saint-Charles, ça s'en va tout vers Saint-Hyacinthe. Ça suit un peu là, la géographie. Et présentement, si vous voyez, prenez l'autoroute 20 ici, la 25, après la 20, on voit le développement, comment ça s'est développé, cette région. C'est très intéressant. Et là, on voit ici l'acte de mariage de Joseph Papineau et Rosalie Chéry en 1779 à Saint-Denis. Mais on parle toujours dans ces patriotes du clan Chéry-Papineau-Vigée. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ça, c'est les trois noms de famille qui reviennent tout le temps quand on parle des patriotes. Quand on parle du développement de Montréal, premier maire de Montréal, etc. C'est des gens de ce gang-là. Regardez cet acte-là, sur la première ligne, on le voit, le clan. Chéry, Papineau, Vigée. Dès 1779, ce groupe-là fait partie du même clan. Oui. Ce que je vois, Denis Vigée, c'est lui qui était maire de Montréal? Non, là, c'est plus tard, le maire de Montréal. Ah, ben oui, c'est ça. Non, mais je parle de clan, le clan, c'est la même gang. Mais est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est son ancêtre? C'est dans la même famille, c'est toute la même famille. Okay. Et c'est intéressant, regardez le prêtre, c'est comment que ça nomme-t-il? C'est Chéry, le prêtre. Puis vous voyez d'autres personnages qu'on voit qui sont là. Et ça, c'est un acte. Tu sais, quand on fait la généalogie, on tombe sur des actes qui nous révèlent des choses. Et ça, c'en est un, on le voit clairement. Les premiers qui ont signé, c'est cette gang-là qui va être au pouvoir dans l'imaginaire des francophones, juste sur l'époque des patriotes. On voit apparaître ça. Et ça, la vallée du Richelieu, il ne faut jamais oublier. Moi, mes ancêtres acadiens que j'ai du côté de ma mère, ils ont été accueillis à Saint-Denis-sur-Richelieu, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître des noms des patriotes acadiens. On a peu parlé de ces gens-là. J'en parle un peu dans mon livre, je vais en parler un peu plus tard. Mais ça, c'est important parce que vous comprenez qu'on gardait 2-3 petites crottes contre les Anglais. Hein? Ça se peut. Et ça, c'est intéressant, ça explique des choses. Par contre, on ne les a pas toujours bien accueillis, les Acadiens. Moi, quand j'ai découvert dans les registres de sépulture de Québec, 1755 à 1758, quand les Acadiens arrivent, des fois en grosse gang, quand j'ai une de mes ancêtres, elle est morte à Québec, avec un de ses fils. Dans les actes, j'ai regardé tous les autres actes avant et après, on distinguait toujours que c'était des Acadiens, donc des étrangers. Même s'ils venaient de la même peut-être famille, des fois, ils parlent français comme nous autres, ils venaient peut-être de la même place en France, mais on les traitait comme des étrangers. Et on regarde physiquement dans la vallée du Richelieu, où on les a placés. Ça, c'est très instructif. Moi, je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je travaillais à la paix. J'ai demeuré 5 ans à l'Acadie, petit village, dans plein cœur du champ. Les Acadiens ont allé dans. C'est sûr que ça faisait peut-être leur affaire. On avait notre petit coin, nous autres, on regarde. C'est comme nous autres, demain, on décide d'aller au Zimbabwe. Ça se peut que les premiers mois, on se tienne ensemble. C'est normal. C'est un réflexe. Mais avant que les gens du Zimbabwe nous acceptent, il va falloir qu'on fasse un petit pas aussi. Il y a un mélange des deux. C'est notre problème toujours dans l'histoire. Mais on voit, quand on va à Saint-Antoine-sur-Richelieu, il y a un rang de l'Acadie dans le fond.
quand on va à Mauricie, l'autre bord de Trois-Rivières, le village de Saint-Grégoire-de-Green, les Landes acadiens. Ils ne sont pas à Trois-Rivières, ils ne sont pas à Nicolette, ils sont entre les deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, physiquement, là, c'est très révélateur. Mais ces gens-là, des députés patriotes qui sont des Acadiens, Jean-Baptiste Hébert, avant ça, il y a Louis Bourdage. Je vais en parler un petit peu. Continue. Ici, vous voyez le mariage entre Jean de Saulx, seigneur de Saint-Hyacinthe, et qui est veuf de Marguerite Mademoiselle, et Rosalie Papineau, 1816. Regardez les noms. C'est intéressant. Qui est le prêtre qui signe? Jean-Jacques Lartigue. Ça veut dire qu'en 1816, il n'y a pas de chicane de famille chez les Papineau. C'est Jean-Jacques Lartigue qui est le prêtre d'office, parce que c'est le cousin, c'est lui qui va marier le monde. Avant ça, c'était le Chérier. Là, c'est Lartigue. Parce que la mère de Lartigue, c'est Marie Chérier, la sœur de Rosalie. Donc, c'est le neveu qui marie. Vous comprenez? C'est important, ça. OK? Et vous voyez Louis-Guy, qui lui ne sera pas avec les patriotes dans ses descendants non plus. On voit apparaître ces gens-là. Et ça, c'est instructif. C'est instructif. C'est là qu'on voit le côté serré. C'est normal, c'est un constat. Continue. Dieu qui a voulu faire la vôtre. Pierre-Dominique de Barge. Le curé se trompe, il met deux berges. Il ne voulait pas l'angliciser. Il le changer. Mais regardez, fils de Dominique de Berge et de Joseph de Lorme, qui est cousin de Jean de Saulx. OK? Sa marraine, c'est Marianne Crevier-Deschenaux, veuve de Lorme. Le clan Crevier-Deschenaux, c'est elle la seigneuresse de Saint-Hyacinthe. Donc le pouvoir, vous voyez comment il se transmet. Et là, ce qui est intéressant, c'est que physiquement, tu as Saint-Charles, c'est de Barche. Saint-Denis, c'est la famille Chérier, Wilfred Nelson, un peu, Sorel, puis Saint-Denis, bon, etc. Et là, Saint-Hyacinthe, c'est la même gang. L'agent des terres, c'est François Noiseux. Oh, c'est Artelle de Rouville. François Noiseux, l'agent des terres. Oh, c'est Longueuil. Oh, Longueuil, Isambard, qui avait été prêtre. Mais c'est François Noiseux qui est l'agent des terres jusqu'à temps que la famille Grant se le passe. Ça commence à faire pas mal de pouvoir, ça. Continue. Merci, M. Banquier. Mais regardez, ça va s'agrandir, le territoire. Parce que Pierre-Dominique de Barge, en 1815, se marie à Saint-Ours-sur-Chalieu avec Joseph de Saint-Ours. Donc, la famille Crevier-Deschenaux vient de faire une pointe avec la famille de la gang de Saint-Ours. On a grandi le long du Richelieu. L'alliance familiale, le pouvoir devient très grand. Le potentiel. Hein? Potentiel. De Barge, Marie, la fille d'un militaire de carrière. Ça, c'est assez instructif. On continue. Regardez la même famille. Paul Roch de Saint-Ours s'était marié en 1776 à Trois-Rivières avec Joseph de Tonnancourt, le clan Godefroy de Tonnancourt. Là, on est dans le coin de Saint-Michel de Yamaska. On agrandit par là-bas. Hein? C'est instructif. Puis, après ça, vous voyez plus tard, 1835, on ajoute un clan familial. Roch de Saint-Ours, qui marie, on voyait les prénoms, les noms, ils sont impossibles. Les gens pensent qu'en 2014, on va inventer les grands noms. Ça, c'en est un. Hein? Hermine Marie-Catherine Juchot-Duchesnay. Donc, on voit, c'est lui, cette famille-là, qui est au pouvoir, Saint-Ours. Je sais pas, quand tu tombes sur ces affaires-là, tu te dis, parti de famille, il y avait du pouvoir, parti de famille, quelque chose. Et on peut prendre la pause? On va prendre la pause. Avec la prochaine, vous avez compris l'étalement de
c'est pas le bon mot. La compression géographique des familles. Hein? On voit que le pouvoir, dans l'épicentre que va devenir la vallée du Richelieu, on comprend pourquoi la poudrière a sauté. Parce qu'à un moment donné, là ça va bien, ils se marient entre eux autres, tout ce monde-là, tout le monde sont beaux, sont fins, l'Arctique il est avec Papineau dans la même cérémonie, ça va bien. Mais à un moment donné, oups, ça éclate. Et ça éclate, des fois même actuellement, dans les partis politiques. Donc c'est comme ça, il y a des époques où tout le monde est beau et fin, il y a des époques où on ne se parle plus. C'est comme ça. On continue. Ici, regardez, je n'avais pas parlé de la ligne de la 20, l'autoroute 20, entre Boucherville et Saint-Hilaire. Hein? Quand vous prenez l'autoroute 20, ça commence au tunnel de la Fontaine et ça finit. Hein? L'autoroute 20, elle passe à côté de Saint-Hilaire. Le flux migratoire, étrangement, nos autoroutes ressemblent beaucoup à notre flux migratoire. Et quand on se promène dans la vallée du Richelieu vers Drummondville, c'est des familles qui, on se promène dans les villages, c'est à peu près les mêmes noms de familles qu'on retrouve. C'est la même chose ici, hein, Terrebonne vers Joliette, il y a des familles qu'on retrouve comme ça. Et il y a des familles qu'on retrouve des deux côtés du fleuve. Moi, ma mère, c'est une Hayette Dimalo. L'ancêtre s'est marié à l'île Sainte-Thérèse, Pointe-aux-Trembles. Tu as des grosses branches de Hayette Malo à Joliette, à l'Assomption. Puis tu as Hayette Malo, Varennes, vers Belleuil, Saint-Hilaire, puis le long des montagnes, la Montérégie. C'est la même, on voit ça. C'est pareil pour les Rénaud Blanchard, c'est pareil pour les Archambault. Les Archambault, Jacques Archambault, l'ancêtre. Mais après ça, Laurent, Pointe-aux-Trembles, tu as une gang qui s'en va vers l'Assomption, mais tu as une grosse gang dans la vallée du Richelieu, tu as des patriotes à Archambault, à Saint-Denis-Saint-Antoine. Et c'est intéressant, ça, de voir ces familles-là. Il y a là des Archambault à Terrebonne. C'est des noms de famille de votre coin aussi, ça. Hein? Les Chéniers de Saint-Eustache sont apparentés aux Rénaud Blanchard. Quelqu'un m'a posé la question, allez-vous parler de Saint-Eustache? Je ne parlerai pas de Saint-Eustache, je ne suis pas spécialisé sur cette question. Mais quand je regarde les noms des patriotes de Saint-Eustache, je retrouve des noms de patriotes de la vallée du Richelieu, ou des apparentés. Quand on fait la généalogie de ces familles, on le voit. Ça, c'est intéressant. Parce que les gens se transportent par canot. C'est normal que des gens de Terrebonne ou de Pointe-aux-Trembles se ramassent à Saint-Eustache. C'est logique. L'Assemblée des 6 comtés, pourquoi elle est à Saint-Charles-sur-Richelieu? C'est logique. On se retrouve avec des gens de Napierville, l'Acadie, tout ça à l'Assemblée des 6 comtés, quand on sait que la rivière l'Acadie commence à Hemingford, puis elle finit à Chambly. C'est ça qui se passe logiquement. Puis que pourquoi des gens de Nicolette se ramassent à Saint-Hyacinthe? Regardez les rivières, comment les rivières Saint-François, Yamaska, se promènent. On voit le flux migratoire vers le centre, hein, le centre du Québec, vers Saint-Hyacinthe. C'est un amalgame, ça. Ça, c'est très, très instructif. Parce que si jamais vous avez une atlas chez moi, vous regardez sur Google une carte de cette région, c'est évident. Hein? L'autoroute, là, maintenant, on est mélangé parce qu'on a des autos. Mais quand on regarde le canot, le transport en canot, on le comprend pourquoi telle famille s'est en allée vers un tel endroit. Ici, voilà. Les forces en présence. Là, on va y aller dans le vif du sujet. Nous sommes en 1837, à l'automne. C'est qui ces gens-là qui sont au pouvoir à ce moment-là? Hein, on a le clan Juchereau de Chénier. C'est un peu loin, j'espère que je ne sais pas si tout le monde vous voit. Mais le clan Juchereau de Chénier Tachereau est représenté par François Roch de Saint-Ours, shérif de Montréal. Ça, c'est ce clan-là qui est au pouvoir. Et tu as les Tachereau en Beauce. Hein? La famille Tachereau en Beauce sont au pouvoir. C'est cette même famille-là qui va aller, ça va aller jusqu'à Louis-Alexandre Tachereau jusqu'en 1939.
gens comme Jean Lesage. Oui. C'est un rôle c'est lui qui comme, supervise toutes les questions judiciaires, la police. Hein, c'est lui le boss de la police. Donc, c'est un peu ça. Le clan Godefroy de Tonago est représenté par Léonard Godefroy de Tonago, qui a marié une chérie. Il a marié une chérie, lui. OK? Il est député de Yamaska. Il nous manquait ce petit coin-là, dans notre carte. Après Sorel, c'est Yamaska. C'est Yamaska. C'est François Dulac. C'est François Dulac, c'est la Crevier des Chenaux. Puis après, c'est Nicolette. Mais Nicolette, c'est les Acadiens qui sont au pouvoir. Hein? Jean-Baptiste Hébert, compagnie. Intéressant. Le clan Crevier des Chenaux, c'est Pierre-Dominique Debarche, seigneur de Saint-Charles. Hein? C'est intéressant de voir que ce monsieur, comme Léonard Godefroy de Tonago, vont laisser tomber le Parti patriote à partir de 1836. Puis Debarche va être un des symboles de trahison chez les seigneurs. Hein, ça, il y a beaucoup de littérature sur ce personnage. Son manoir va être incendié. Mais ce qui est intéressant, on m'a déjà posé la question, comment c'est qu'il y a eu une victoire à Saint-Denis et pas à Saint-Charles? Quand on se promène à Saint-Denis-sur-Richelieu, c'est un peu comme le vieux Terrebonne, les maisons sont proches. Faire une embuscade à l'armée, c'est facile. L'armée n'a pas le choix de passer dans un corridor très étroit. Mais si vous êtes déjà allé à Saint-Charles, c'est déjà été à Saint-Charles, il n'y a pas de village. Tout est vasé. Hein, le manoir n'était même pas à côté de l'église. Tout est vasé. Une armée comme l'armée anglaise, c'est une bouchée pour des patriotes qui n'ont pas d'armes. C'est malheureux. Saint-Charles n'était pas un bon choix stratégique. Puis mon ancêtre, Renaud Blanchard, avec son fils Louis-Patrice Renaud Blanchard, qui était arpenteur à Saint-Hyacinthe, va être obligé de s'enfuir avec Papineau aux États-Unis. De là que je me pose la question, pourquoi ma grand-mère est née à Lowen-Masse? Est-ce que ça date de l'époque? Je suis encore en train de chercher s'il y a eu des contacts à l'époque de cette rébellion-là. Je ne sais pas. Je suis encore en train de chercher parce qu'on m'a toujours dit que les gens sont allés aux États-Unis juste pour la question de l'argent, de l'emploi. Mais moi, ma famille Blanchard, Louis Renaud Blanchard, député de Saint-Hyacinthe, va mourir en 1868, un an après l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et son petit-fils, qui est son arrière-petit-fils, qui est mon aïeul, s'appelle Napoléon. Beaucoup de gens à l'Éduc-Richelieu vont se prénommer Napoléon parce que les gens pensaient que Napoléon III viendrait sauver le Canada. Et il était loin de ça, vous savez. Mais on a beaucoup d'enfants qui étaient prénommés Napoléon durant cette période. Mais après 1867, ma famille s'en va aux États-Unis. Et moi, l'hypothèse que j'essaie de chercher, je n'ai pas encore trouvé beaucoup, c'est que ma famille, peut-être, ne voulait pas être sous l'emprise de l'Empire britannique, voulait être dans une république. Ça peut être logique. Ce que c'est que certains colons québécois, les Français, ont quitté pour être en lien avec vivre dans une république. Je me pose cette question. Je n'ai pas de réponse encore. Mais vous voyez, je continue. Le clan Boucher de Boucherville est aussi au pouvoir. C'est Pierre Amat Boucher de Boucherville, qui est un sympathisant patriote, qui ne semble pas avoir lâché les patriotes. Mais comment ça se fait qu'il va rester au pouvoir après la rébellion? Puis de ses petits-enfants, il y en a qui vont de sa famille vont devenir premiers ministres après, un peu plus tard, fin du 19e siècle, début du 20e. Hein? Vous savez, vous avez Hertel de Rouville, Jean-Baptiste René Hertel de Rouville, c'est lui qui accueille Waterhall avec sa gang. Après la révolte des Patriotes, ça ira pas bien pour lui, il va mourir quelques années plus tard. Et la seigneurie Rouville va être vendue à Thomas Edmund Campbell. Et ce monsieur est un victorieux loyal de l'armée britannique qui a
battu les patriotes à Châteauguay, dans le coin de Châteauguay. Il est venu expressément d'Angleterre pour combattre les patriotes. Il va marier le Juchot du Chêne. Voyez-vous un peu, hein, très instructif ça aussi. Ça rejoint une question qu'on me posait tout à l'heure. Le clan de moines de Longueuil apparenté avec la famille Grant vont être associés. Ces gens-là vont être avec l'armée anglaise dès le début, dès la conquête. Le clan Papineau, Chérier, Vigée, il y en a qui sont des patriotes. Oui, Joseph Papineau, mais vous avez vu qu'il y en a qui vont lâcher les patriotes comme l'Artigue et compagnie. Puis il y en a qu'on n'est pas sûr. Il y en a qui jouent sur les deux plans. Hein? Il y en a qui jouent sur les deux plans au niveau politique. C'est intéressant. Le clan Bourdage-Franchère, Bourdage et Louis Bourdage, je vais en parler un peu plus tard, qui est l'éminence grise chez les anciens Acadiens. Ce personnage va être député dès le début du système parlementaire. Il va mourir avant la révolte, il va mourir en 1835, mais sa famille, un de ses fils va être aussi un député, il va mourir jeune, mais il va être associé, hein, les Franchères et compagnie. On entend parler de ces noms-là quand on lit sur les patriotes. Et vous avez le clan Reynaud-Blanchard avec Louis Reynaud-Blanchard, Joseph Toussaint-Drolet, les autres, qui eux autres vont se battre à Saint-Denis et à Saint-Jean, mais qui vont disparaître. À Saint-Hyacinthe, c'est le clan Dessau qui prend le pouvoir après la révolte. Hein? Il y a une rue Dessau, une rue Laframboise, Maurice Laframboise qui va marier une Dessau, etc. Ils vont faire disparaître les traces des autres. C'est ce que dans la toponymie de Saint-Hyacinthe, il n'y a aucune trace de ces gens. De ce J'ai demandé, c'est ça, on verra bien ce que les policiers vont faire avec ça. C'est fait. J'ai été faire une conférence au centre d'archives de Saint-Hyacinthe. Les gens étaient très contents de ça, de le savoir, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est à Saint-Marc. Est-ce qu'il y avait des conseillers dans ça? Je sais. Bonne question. Mais la Société d'histoire, là-bas, on fait des pressions. Joseph Toussaint-Drolet, c'est important de parler de lui. Au début, il fait partie des loyaux. Une famille de Charlebourg, Sainte-Foy, qui arrive ici. Il s'associe à la famille Reynaud-Blanchard. Lui et sa mère, c'est Reynaud-Blanchard. Son père est commerçant à Saint-Marc-sur-Richelieu. Plusieurs familles arrivent de Québec. Hein, des Poulains, c'était des familles de Québec. Les Drolettes, c'est une famille de Québec. Plusieurs autres qui, après la conquête, s'en viennent dans la ville de Richelieu. Je n'ai pas encore trouvé le fil qui me conduit à la bataille de Glendoran, à la bataille de Sainte-Foy. Je ne l'ai pas encore trouvé. Et avec Noisieux aussi, arrivé à la même époque, des gens qui se connaissaient, ça. J'ai trouvé des liens entre toutes ces familles-là. Et ça, c'est intéressant. Il se marie avec Sophie Boileau, dont la mère est une Degane de Falaise, une grande famille seigneuriale. Ce mariage sans doute. Et c'est un personnage, je vais y revenir un peu plus loin. On continue. La biographie de Joseph Toussaint-Drolet. Il va servir à Saint-Paul-l'Illinois, au fort Lennox. Capitaine de milice. Ça veut dire que c'est lui qui a la job de s'occuper des traîtres. C'est ça, s'occuper des prisonniers. Donc, au début, c'est un loyal. Hein? Ils ont un groupe de prisonniers qui ont pris le bord, ils ont dû regarder, t'es-tu certain? Hein? Oh, c'était pas un traitement comme une prison, présentement. Pas ça. Vous voyez un peu, il devient seigneur de Saint-Marc-sur-Richelieu en 1825. Il n'a pas encore changé d'allégeance. Il est un loyal. Et il va changer d'allégeance vers 1827. Et ça va. On continue. Regardez, Rémy Séraphin Bourdage, le fils de Louis Bourdage, hein, qui se marie avec Marguerite Franchère. On voit Louis Bourdage écuyer. Bon, écuyer, c'est le titre qu'on donnait aux gens qui avaient un peu de prestance publique.
Parlement, lieutenant de milice, commandant de la division de Saint-Denis sur Richelieu. Il fait partie de la gang. Comment, tu sais, hein? Vous voyez un peu le personnage. Continue. Mais quand il meurt, là je vous montre deux actes qui sont arrivés le même jour, en 1835. Regardez qui est là aux funérailles, c'est très instructif. Il meurt le 23 janvier 1835, il est enterré à Saint-Denis le 23 janvier 1835, en présence de Louis Blanchard, des patriotes, on le voit, Séraphin Chérier, Pierre d'Avignon, c'est un nom qu'on voit quand on parle des patriotes, Marchand aussi, c'est un nom qu'on lit. Ils font partie, ils ne sont pas députés, mais ils font partie de la littérature habituelle sur les patriotes. Ils sont là, ces gens-là. Joseph Toussaint Drolet, la famille Cartier. Georges Étienne, c'est plus tard. Georges Étienne, c'est ambigu son nom. On le sait, il est jeune encore, c'est ça. Et ça, on voit, ces gens-là, c'est des gens qui font partie des patriotes convaincus. On continue, l'autre acte. Le même jour, à Saint-Denis, c'est le décès de Marie-Anne-Élisabeth Noyelle de Fleurimont, épouse de Louis-François Fleury Deschambault, apparentée à la seigneuresse de Longueuil. OK? Seigneur du lieu, à Saint-Denis, c'était les Fleury Deschambault qui étaient les seigneurs du lieu, à ce moment-là. Juge de paix. On a le seigneur et juge de paix. Ça veut dire que le censitaire fait une connerie contre le seigneur. Un léger conflit d'intérêts. Hein, vous avez compris ça. C'est intéressant. Mais regardez qui est là. Le baron Charles Guillaume Grant. Bon, le curé a francisé ça, c'est William Grant. OK? René Boileau, c'est le frère de la Sophie Boileau, c'est pas le père. Séraphin Chéry, qui est là aux deux funérailles. Docteur François Chicot-Duval, parce que l'Assemblée des Six Comtés, c'est dans une des propriétés des frères Chicot-Duval, à Saint-Charles, instructif. Docteur Wilfred Nelson, parce que c'est la famille de sa femme, les Noyelles de Fleurimont. Mais vous comprenez pourquoi Wilfred Nelson, un personnage important de Saint-Denis, fait partie de la famille seigneuriale du coin. Donc, l'Assemblée des Six Comtés réunit des gens de Saint-Denis, de la famille seigneuriale de Saint-Denis, un peu plus tard après ça, et Saint-Marc, Saint-Charles-sur-Richelieu, c'est les Reynaud-Blanchard, Joseph Toussaint Drolet. C'est logique que ce soit les deux vice-présidents, soit Wilfred Nelson et Joseph Toussaint Drolet. Hein? C'est logique. Les forces, on les réunit. Saint-Marc, Saint-Denis, c'est à Saint-Charles. Puis là, les autres arrivent par les rivières, par la terre, par les rangs, puis etc. Il n'y a pas ça des rangs. Les patriotes oubliés. Moi, je me suis posé la question pour mon aïeul. Comment ça se fait qu'il est élu 2 fois de suite, en 1830 et 1838, député, puis il n'y a aucune trace de ce bonhomme-là à Saint-Hyacinthe. Puis après, là, il va avoir une carrière de 30 ans à Saint-Hyacinthe. Il va être juge de paix, il va être capitaine de milice, 0 trace. Ça m'a inquiété, ça m'a posé question. Continue. Un autre personnage, Louis Poulain, dont la mère c'est Elisabeth Reynaud-Blanchard. Lui non plus. Là, c'est le mariage de Louis Reynaud et Angélique Poulain. Bon, ça, c'est le frère, la sœur de Louis Poulain. Il se marie à Saint-Marc. Lui, il arrive de l'Assomption. Lui et sa famille, quand j'ai fait la généalogie de cette branche de Reynaud-Blanchard, parce que sa femme, c'est la branche de Saint-Charles, sur Richelieu. C'est la branche de la Rive-Nord ici. J'ai retrouvé beaucoup de familles de Vaucourt ici. Beaucoup de familles apparentées. Tessier, Archambault, Chénier, etc. Des noms qu'on voit dans le coin. C'est intéressant. On continue. Bon. En passant, je ne sais pas si vous avez ça, j'imagine que vous avez ce dictionnaire parlementaire. Ça vaut la peine, il a été édité par l'Assemblée nationale en 1993. Dictionnaire parlementaire du Québec de 1792
à 1992. Il faut avoir ça. Maintenant, il y a la version Internet modifiée avec les nouveaux députés depuis 1992. Mais c'est intéressant parce que c'est une de voir qui est marié avec qui est le beau-frère de qui, on le voit ça. Mais il n'y avait jamais eu de synthèse pour faire le lien. Ça m'a intrigué, ça. Continue. Les Reynaud-Blanchard, il y a aussi les patriotes qui ne sont pas députés. Le patriote chez Jean-Baptiste Reynaud-Blanchard, qui va marier successivement une brouillette. Il va vivre, il va se marier dans le coin ici. Il va s'en aller, il va marier une Guillon d'Idion, du Tilly, Saint-Charles, ce coin-là. Et ça, c'est une maison qui a été construite par un de ses enfants à Belleuil. Et là, on parle des patriotes de Belleuil. Il manquait cette ville-là. C'est le clan Reynaud-Blanchard et quelques membres. On va aller à l'autre. On va arriver ça. Puis on voit aussi, quand l'épouse de Louis Reynaud-Blanchard a décédé, je me suis posé la question, est-ce que ça se peut qu'il y avait-il des liens avec le clan Papineau? Je sais qu'il est allé se battre à Saint-Charles avec Thomas Boutillier qui a épousé une Papineau. Mais là, je vois Donald George Morrison, qui a épousé une Papineau, qui est notaire à Saint-Hyacinthe, qui est au funérailles de la première épouse, de Louis Reynaud-Blanchard, qui va être là à son mariage avec sa deuxième épouse. Et là, je vois des liens qui se sont créés entre quelques-uns de ces personnages. Puis Donald George Morrison, sa mère, elle s'appelle Wadden, la même famille que la première épouse de Jean de Saulx. OK? Louis Poulain, qui marie une Benoît d'Illy-Vernois, famille de la Rive-Sud, Longueuil jusqu'à Boucherville, la Prairie. La Prairie, c'est plus la branche Livernois, mais les Benoît, beaucoup. Et le clan Fontaine d'Ibienville, qui est associé dès le début au Jarret de Verchères. Je ne vais pas parler de cette gang-là, mais ils ont eu une influence, mais ils sont éteints assez rapidement quand même, eux autres, sur la Rive-Sud. Et on voit des liens avec la Mauricie, parce que Madeleine de Verchères va marier Tarieux de Lanaudière. Donc, la région de Lanaudière, la région de Saint-Anne-de-la-Pérade. Et là, on voit des familles qui se transfèrent. Des mariages, là, on voit des temps, ça commence à s'étendre. Là, on voit arriver Noiseux qui devient vicaire général de cette région-là. Ça, il y aurait un autre livre à écrire là-dessus. C'est très instructif. Mais ils n'ont pas eu le temps de se développer assez fort pour avoir une certaine influence à l'époque des patriotes. Donc, je pense que les patriotes ont manqué de temps à ce moment-là. Et vous voyez le lien familial entre les trois députés. Dans le livre, vous allez retrouver ce tableau. On peut continuer. Et les patriotes qui se sont battus à Saint-Charles, qui sont morts, qui sont membres du clan Reynaud-Blanchard. Donc, tu avais les députés, mais tu avais des membres apparentés. Puis tu en as d'autres qui vont continuer, qui vont se présenter dans d'autres élections successives. C'est intéressant, on le voit. On continue. Bon, un autre exemple, Jean-Baptiste avec Charlotte Dufresne, on peut continuer. Quand on fait un livre comme ça, il faut aussi voir ce que d'autres auteurs ont écrit. J'ai mis une photo de la terre de mon grand-père quand j'étais jeune à Saint-Charles-sur-Richelieu. Moi, j'ai grandi, toute ma jeunesse, ça a été le long du Richelieu. Dans une de mes j'ai une chanson sur le Richelieu. Il y en a ça avec, quand je vois ma famille à Mauricie, les autres à Vatican, Saint-Maurice, c'est important. Ici, vous avez votre cours d'eau ici aussi. Moi, j'ai grandi le long du Richelieu. Mon grand-père avait une terre à Saint-Charles. Mon frère demeure encore à Saint-Charles, dans une vieille maison qu'il a rénovée. Ils ont découvert une balle des patriotes, des loyaux, je ne sais pas laquelle, dans les murs. Et ça, c'est une photo, les arbres sont plus gros, c'est une photo de 1980. On continue. Christian Dessureau, un chercheur en histoire, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Quand on fait une revue de la littérature, on essaie de voir sur le même sujet ce qui s'est écrit. Et là, je tombe sur cet article-là qui parle spécifiquement de l'élection de 1830 à Saint-Hyacinthe. Je peux vous dire que j'étais assez content de trouver ça. Puis regardez ce qu'il dit. À propos de l'élection de 1830, vous voyez, le dernier candidat de cette élection est un cultivateur de la paroisse de Saint-Hyacinthe, Louis Reynaud-Blanchard,
possédant 370 arpents de terre. En 1831, 370 arpents de terre, c'est énorme. 168 cultivés. Il ne faisait pas ça tout seul, il y avait des employés. Pas de tracteur John Deere et de pépines dans ce temps-là. Hein? Quand mon grand-père est décédé en 1999, il allait avoir 98 ans, mon frère et moi, on a hérité des objets de ces anciens godans d'or, ces anciennes scies du début du 20e siècle. Je me disais, ils ont travaillé fort, nos ancêtres. Ça veut dire que s'il y avait ça, il y avait du monde qui l'écoutait. Puis ça, vous savez que à partir de 1830, les députés, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens de métier, le peuple va avoir pris la place. Les seigneurs vont être dans l'autre conseil. Et là, ça, on voit l'influence. On continue. Ah oui, OK. Gérard Filteau, OK, qui parle des clans de Saint-Hyacinthe. Papineau est extrêmement populaire. Il venait très souvent. Dessau, dont l'un était neveu par alliance de Papineau. Bon, ça, c'est du père Papineau, pas de Louis-Joseph. Vous avez compris, Dessau a marié la fille de Joseph. C'est pas une neveu, il s'est trompé. C'est comme ça. Et on voit la liste des députés. Blanchard est là, tout le monde est là. Là, on voit que Filteau en a parlé brièvement. On continue. La porte. Regardez ce qu'il écrit. Ça, je trouve ça intéressant, parce que ça, c'était nouveau. Louis-Renaud Blanchard est élu, facilement réélu. Il ne dit pas juste réélu. Facilement réélu. Ça veut dire que les gens étaient d'accord pour l'élire. C'est le seul qui se fait élire 2 fois. OK? Et on voit qu'il se réfugie aux États-Unis. Il perd son rôle quand la Chambre s'est annulée en 1838, il perd son rôle. Continue. Encore. C'est plus qu'ailleurs les liens familiaux et le clientélisme. Dessureau, lui, dit que les clans familiaux n'avaient pas eu d'effet, alors que la porte dit le contraire. Moi, je vous dis, avec la preuve que j'ai montée pour ce livre-là, oui, les clans familiaux ont eu un effet sur l'époque des patriotes. Les seigneurs se sont désistés du mouvement. S'ils ne s'étaient pas désistés, peut-être qu'il y aurait eu une chance de gagner. Mais parce qu'ils se sont désistés. C'est les clans des... Est-ce qu'il y avait déjà des raies avant? De Barge, jusqu'en 1800, oui, jusqu'en... Oui, de Barge jusqu'en 1836, écrit, il est très patriotique dans ses écrits. Il y en a plus. Léonard, Godefroy de Tonnancourt, il épouse une chérie, il est dans le clan au début, mais il va se désister à partir de 1836. C'est ça. Ben, probablement, c'est des seigneurs. Ça commence à être dans l'air, l'abolition, la tenue au Sénat. Ça commence à être dans l'air, ça. C'est comprenez, oui. Parce que les curés des paroisses en question étaient pour. Bon, le curé Blanchet à Saint-Charles il était avec les patriotes, il va même payer le prix, il va se faire envoyer au diable vert après. OK? C'est un peu comme Charbonneau et le chef. Plus tard, hein, vous savez ça. Donc, c'est la même chose. Mais la plupart, c'est sûr que le curé Paquin, excusez-moi, monsieur, qui est à Saint-Eustache, lui, il va être un méchant loyaliste. Pas loyaliste, mais loyal. Loyaliste, excusez le mot de l'histoire, mais un loyal. C'est sûr que l'article va lâcher son cousin. Hein? On l'a vu. C'est ça qui est intéressant. Mais chez l'Église, c'était comme en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu avais l'abbé Pierre, puis tu avais l'establishment. C'est 2 mondes. Hein? C'était pareil à Rome. Puis on a quand même. Aussi, on a des doutes, mais ils ont quand même sauvé des Juifs. Il y a toujours une nuance. Mais on sait qu'il y avait des gens qui étaient avec l'armée des Israéliens, il y en a qui l'étaient pas. Mais c'était pareil dans le temps des patriotes. Hein, quand j'ai travaillé 2 ans à l'université de Montréal, j'étais plus jeune, et il y a un tunnel entre l'église et le bord du fleuve pour faire échapper les patriotes. Le curé devait être d'accord, on s'entend. Mais il y a des curés qui
ont dénoncé. On s'entend aussi. C'est une question de pouvoir. Ici, Messier, dans son dictionnaire, on voit un peu ce qu'il dit. Ça, je reprends ça dans le livre, de toute façon, mais vous voyez un peu que on a commencé à parler de ces personnages. Et puis là j'ai découvert récemment, en faisant les conférences, j'ai découvert un descendant de Louis-Renaud Blanchard, qui était historien aussi, généalogiste. Et là, on s'entraide de temps en temps. Puis il m'a envoyé cette semaine un texte d'Égésius Fauteux sur Louis-Renaud Blanchard, que je vais pas retrouver. Il parle un petit peu, il y a des erreurs de fait dans son texte, là, mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant. Et ça, il y a un effort de connaissance. Là. On va continuer. Le dictionnaire des parlementaires, je trouve ça intéressant de reprendre ça. Louis, il est nommé commissaire au tribunal des Médicaux en 1844. Là, il est revenu des États-Unis. Là, il est réinstallé dans ses pouvoirs, sur ses terres, tout ça. Il n'exerce pas ses fonctions et a refusé de prêter le serment d'office. On voit le caractère, ça, il ne tentait pas de dire oui à Gohan. OK? Britannique. Puis au nom des commissaires chargés, bon, il a créé des paroisses. En faisant une conférence à Drummondville en septembre, j'ai découvert un autre descendant de Louis-Renaud Blanchard qui m'a montré, il m'a dit, écoute, il a fondé une petite paroisse à côté. Je viens de perdre le nom, là, mais une petite paroisse à la limite du diocèse de Saint-Hyacinthe. Puis sa mère, c'est une Blanchard. De cette ligne-là, on a le même, c'est le même fils de Louis-Renaud Blanchard, qui est dans cette commune. J'ai trouvé ça émouvant. Puis il m'a dit, oui, ça s'est transmis. Et tranquillement, ils ont placé un par village. C'était comme ça dans le temps. Là. Et là, on voit un peu la bataille, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, on a des fois des listes de patriotes, 1837, mais on a peu de choses sur l'émotion. Vous imaginez ces gens-là, ils viennent de gagner 2 jours avant à Saint-Denis. Fait que là, ils sont dedans. Mais ils ne sont pas tous là. Il y en a qui est à Saint-Denis, on a gagné, puis ils se font arrêter là. Arrive avec le Canadien de Montréal, des fois, ils ont gagné 2 victoires, puis ils pensent qu'ils ont gagné à Coupe Stanley. Bon, c'est la même chose. Il y en a qui sont restés dans leur maison. Mais il y en a qui sont revenus à la charge à Saint-Charles. Mais ils n'ont pas été appuyés. Et on voit que ces gens-là étaient là, outillés. Ils n'étaient pas à Saint-Denis-Moutier, mais ils venaient à Saint-Charles. On voit ces gens-là. On commence à mettre des visages. Et ça devient intéressant quand on commence à mettre des visages. On commence à voir, c'était qui ces gens? Vous comprenez que mon désarroi, quand j'ai eu à choisir le titre de mon livre, hey, mon ancêtre, moi j'étais fier, mon ancêtre, c'est un était un qui était là. J'ai la preuve. Et ça a foiré. As-tu sauvé au bac dans ton les croquis quand il était en prison? Ben ça, oui, puis ça, je viens. Oui, il y en avait comme la page ici, ça c'est une peinture. Vous savez que l'armée anglaise avait toujours un peintre, des peintres qui faisaient. Ça, c'est le débarquement qu'ils disent à Saint-Charles. Ça a été fait en 1837, et ça a été retouché en 1840. J'ai trouvé ça aux Archives nationales. J'ai quelques images comme ça. Et au moins les noyaux, ça servait à ça. Donc, c'est intéressant. Mais on trouve ce genre d'œuvre. Ça, je trouve ça intéressant, ça, parce que là, on voit, il ne faut jamais oublier que les Anglais et les Français d'origine, c'est des cousins aussi. Mais là, moi, ça m'a toujours fasciné comment, des fois, dans l'histoire, on est des amis, on est amis, même les mêmes familles. Bien sûr, vous avez eu, moi, j'ai eu un frère, on a vu au référendum, on a vu récemment, à l'élection, on l'a vu, même dans le même parti, vous savez, c'est ainsi que ça va être beau tout à l'heure, la chicane entre les trois, vous savez que ça va l'air. Donc, on le voit. Joseph Toussaint, je ne veux pas revenir sur lui, j'en ai parlé, on va aller à l'autre. Mais c'est intéressant. Regardez le lien qui continue après la rébellion. L'époux Sophie Boileau, Joseph Toussaint, fille du notaire de Boileau. Ils eurent 2 fils, Alexandre, patriote, emprisonné avec son père, parce que Joseph Toussaint Drolet va être emprisonné jusqu'en 1838. Il va être libéré, mais des suites de son incarcération, il va mourir quelques semaines plus tard. Donc lui, c'en est un que, puis à nouveau, par contre, on n'a pas entendu parler.
vous allez à Saint-Marc-sur-Richelieu, il n'y a aucune trace de ce personnage. Il a été seigneur de Saint-Marc, député de Verchères, vice-président de l'Assemblée des Six-Comtés. Il y a zéro trace d'une barre à Saint-Marc-sur-Richelieu. C'est assez fascinant. Là, on voit ces gens-là. On voit que une des filles de relève va aller nourrir, va aller lire des textes aux prisonniers en 1839 à la prison du Pied du Courant. On voit ce genre de personnage. Et Louis Poulain, on voit qu'il tourne autour de la famille. Il reste à Sainte-Rosalie. Sainte-Rosalie, Rosalie Papineau, Rosalie Chevalier. C'est toujours des noms en lien avec les seigneurs. Tout le temps, on continue. Louis Bourdage, je trouve important de parler de la contribution des Acadiens. Les Acadiens, on en parle très peu dans notre histoire sur les patriotes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais moi, ça m'a fasciné. Mais ces gens-là avaient une raison intrinsèque de combattre le gouvernement. Il y a quelque chose de viscéral. Ce personnage-là va être l'éminence grise des patriotes. On le voit. On peut aller à l'autre. Regardez, il était un type tout à fait original. Il est douteux que les bureaucrates et les Anglais n'aient jamais eu un adversaire plus acharné, plus violent. Ce personnage-là, sa famille a été ruinée en Acadie. Puis il va grandir à Québec. Il va fréquenter il s'en vient dans la vallée du Richelieu. Avec les autres gangs, Drolette, Noiseux et compagnie. On continue avec l'autre. Créer officier de milice, destituer, réinstaller, destituer, réintégrer, battu, écoutez, je suis en train d'écrire des choses sur lui. Je vais faire un livre à un moment donné sur cette gang-là. Parce que ce personnage-là, on voit l'espèce de torture avec juste ce paragraphe-là. Comment il a dû combattre, il a été capitaine de milice, il a gagné des élections, il a perdu, destitué. Imaginez la torture que ça peut être pour de dire « Hey, je participe ou je combats. Hein, » Puis on voit là comment on parle de quelqu'un dont les parents ont été déportés. On parle de la génération qui suit la déportation. On parle de quelque chose de frais à la mémoire familiale. On ne parle pas de 8 générations après. On parle de, tu sais, présentement, on fête, on commémore encore, là, hein, on écoute Évangéline, on pleure, tu sais. Mais si les gens imaginent Bourdage, c'est ses parents qui se sont fait déposséder. Imaginez l'émotion de ce bonhomme-là. Il va mourir, il ne verra pas la rébellion, mais il va être un personnage central. Il y a une rue Louis Bourdage à Saint-Denis-sur-Richelieu. La maison de Louis Bourdage existe encore. Et ce personnage-là, pourtant, à vous remarquer, on le voit, mais pas tant que ça. Hein? Il est un étranger aussi pour des gens. Continue. Moi, je voulais vous dire merci de m'accueillir dans votre magnifique endroit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que n'hésitez pas à se poser des questions, des commentaires. Écoutez, il y a tellement de choses à dire. Mais ce que je voulais faire ressortir aujourd'hui, c'est comment la question, l'angle des clans familiaux permet de comprendre cette époque-là. D'autres vont partir des textes, des discours, on va comprendre autre chose. D'autres vont partir de ce qui s'est vécu dans un endroit X. Hein, je pense aux livres sur Terrebonne, on peut faire il y a eu des livres sur la famille Papineau, il y a eu des livres sur... mais comprenez-vous que chacun de ces éléments-là nous permet de comprendre cette époque qui a été une époque charnière unique. Ça a été unique dans l'histoire du Québec, cette période-là. Il n'y en a pas eu d'autres comme ça. Ça a été cette décennie-là, 1830-1840, elle a été majeure. Puis ça lui ouvert la porte à votre député, Louis-Polyte Lafontaine, qui a continué. Écoutez, ça a mis en rogne les Anglais quand il a décidé de s'assurer que les patriotes qui avaient été pillés soient dédommagés. Hein, les Anglais ont brûlé le Parlement après, là. Hein, vous savez ça. Mais n'oubliez pas que votre député ici, là,
Il était là, lui, il est au courant de ça. Là. Il ne s'est pas battu en 1837 là-bas, là. Mais il était là, il a côtoyé tous ces gens-là dont je vous parle. Puis il était par un de ses mariages lié au clan Boucher de Boucherville, par un autre qui était lié à la gang de Saint-Charles-sur-Richelieu. Ça a dû le torturer, ça aussi. C'est un personnage qui était torturé, lui, Hippolyte Lafontaine. C'était intéressant, ça. C'est pareil pour Eugène Duvernay. Imaginez ce personnage a dû être torturé parfois. Parce que chez les Creviers, il y avait des gens qui étaient des loyaux, qui avaient des patriotes. Papineau, il a dû être torturé. Mais moi, je repense encore, quand son cousin dit aux gens de ne pas l'écouter, imaginez le lien, il ne peut pas dire, ben là, il parle de quelqu'un d'autre, non, c'est de moi qui parle. Imaginez l'émotion de savoir que son cousin le trahit de cette façon-là. C'est assez incroyable. Moi, c'est un peu ça. Cette clé d'interprétation, je peux vous dire que présentement, moi, je regarde la politique avec ce prisme-là et je suis capable de voir que c'est assez d'actualité. Je n'ai pas besoin de vous dire que des partis politiques appartiennent à des familles. Hein? Il y a des mariages entre les magnats de la presse et des filles de politiciens. Il y a des politiciens qui sont les fils d'autres politiciens. Puis il y a des magnats de la presse qui sont les fils d'autres magnats de la presse. Puis il y a toutes sortes de monde comme ça, là. Hein? Oui, ça continue. Les seigneuries actuellement, les seigneuries ne sont plus des seigneuries physiques. Ce sont des seigneuries virtuelles. Hein? Mais c'est le même principe. Je n'ai pas besoin de vous illustrer. Ça, ici, c'est pas partisan, c'est d'un bord et de l'autre, c'est pareil. Je n'ai pas besoin de vous illustrer. Je n'aimerais pas de nom. Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Bravo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions. Ce n'est pas une question, c'est qu'on se demande comment ça se fait que tous ces mariages-là, ça communique un à l'autre. C'est que probablement que c'était des lignes du temps. C'est sûr, c'est ça. Et les lignes du temps se ressemblent à différentes fêtes et choses. Toujours. Et le mariage. Oui, mais là, ça se rencontre, ces gens. Et le mariage est le lieu social par excellence. Je suis en train de faire dans mon doctorat un travail sur le champ, mon doctorat porte sur le basculement religieux au Québec depuis 1945. Et là, j'ai un micro-travail à faire pour un cours et comment en 1970 on est passé du régime matrimonial communauté de biens à société d'acquêt. Il y a eu un changement avec la clé d'interprétation des droits de la personne à travers ça. Là, je suis en train de travailler cette dimension-là. Et je reprends des éléments des autres recherches parce que c'est assez unique. Et je retrouve, le mariage a été de tout temps. C'est pas parce qu'au Québec, c'est moins populaire présentement que ce ne l'est pas ailleurs dans le monde. Et le mariage a toujours été le lieu, c'est une alliance. C'est assez récent, les mariages vraiment d'amour. Il y en avait dans l'ancien temps. Mais souvent, ils sacraient leur camp, puis il y avait un témoin, c'était un voisin qui était le témoin. J'ai vu ça dans les actes aussi. Mais d'habitude, j'avais fait une recherche pour l'émission de radio que j'animais pour une famille. J'avais découvert qu'il y avait une fille Boucher de Boucherville qui s'était enfuie avec un autre, mais c'était marqué, c'était un mariage qui n'était pas considéré par la famille comme légitime. On a vu ça. Quand mon ancêtre Enfield, son fils vient combattre aux plaines d'Abraham, il se fait blesser, et il se fait soigner par l'infirmière, puis il lui fait un enfant. Le curé ne peut pas les marier, c'est un mot de sanguin. Puis quand il y a le traité de Paris, etc., là, il y a un mariage, c'est marqué dans la marge, l'enfant né de date de leur enfant. On comprend ce qui s'est passé, le basculement. Ce fils-là va devenir un francophile, parce qu'il va marier successivement deux francophones, il va se faire déshériter par son père, John Enfield. C'est les Enfield de Saint-Marc-sur-Richelieu, de Saint-Hilaire, c'est ma branche à moi, l'auberge d'Enfield. Moi, j'ai un de mes amis Enfield, il ne parle pas un traître mot d'anglais, hein? Mais c'est cette branche-là, alors que ses frères, ce Thomas Enfield-là,
vont devenir haut gradés dans l'armée anglaise en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait des drames même chez les Anglais. De convertir en mieux. Comme ça. Mais c'est intéressant. Vous aviez une question? Oui. Est-ce que ces plans familiaux-là, avant vivaient un peu en harmonie? Bien, je vous l'ai montré. Quand l'article va marier des gens de la famille, puis ça, c'est pour même Barthes. Louis-Joseph Papineau, Jean-Jacques Lartigue, là, ça a joué dans s'il y avait eu des Corées de sable dans le temps, ils auraient joué dans les Corées de sable. OK, c'est la même gang, c'est la même génération. Après, est-ce qu'il y a eu des décisions complètes? Ça, je trouve ça intéressant ce que vous posez, parce que la mémoire aussi fait partie des clans familiaux. Je donne un exemple. Un des plus grands défenseurs de la mémoire de Louis-Joseph Papineau, c'est Henri Bourassa. Sauf qu'Henri Bourassa, c'est le petit-fils de Louis-Joseph Papineau. Il a marié une Papineau. Okay? Pourtant, Louis-Joseph Papineau est un anticlérical, alors qu'Henri Bourassa est un ultramontain. C'est intéressant. Bien, je ne suis pas ultramontain parce que ça avait changé de catégorie, mais c'était un pro-religieux. Et c'est intéressant de voir ça. C'est pareil pour des vigées ou des chériers. On le voit, il y a des gens qui... Mais la mémoire, elle est toujours... La fonction médiatique à l'époque des patriotes, il y aurait un beau livre à faire sur toutes les petites revues qui sont nées à l'époque de 1830, 1840. Il y en a plein. Joe Demarche était directeur d'une revue. Avant de changer de camp, il était pro-patriote jusqu'en 1836. C'est ça qui fait que la réaction est violente dans les bonhommes. Et là, je suis parti.